Bienvenue dans cette session réalisée par les blogueurs d'Alsace, troisième émission d'une série consacrée à l'accompagnement des entrepreneurs pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Aujourd'hui, nous allons vous parler de gestion du personnel avec un expert, Philippe Lamberger, et nous allons traiter plusieurs sujets. Les questions récurrentes qu'ont les entrepreneurs, quels sont les dispositifs qui peuvent être mis en place pour gérer l'activité des salariés, quelles sont les responsabilités des employeurs à l'heure actuelle, la distribution de la prime de 1 000 € ou 2 000 €, la gestion des congés et des RTT, et enfin l'importance du plan de relance à mettre en place pour préparer la relance de l'activité. Bonjour Philippe, merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bonjour Mathieu, Philippe Lamberger. Je suis chef d'entreprise, dirigeant de groupe Cofimé, expert comptable, commissaire aux comptes. Nous sommes un cabinet d'expertise comptable et de commissaire aux comptes principalement implanté en Alsace, où nous sommes présents au travers de 8 agences. Notre effectif aujourd'hui compte plus de 220 personnes. Une belle entreprise. Je vais tout de suite en venir droit au but. Quelles sont les questions aujourd'hui des chefs d'entreprise qui reviennent le plus souvent dans le domaine de la gestion du personnel, dans le cadre de cette crise? Bien sûr, Mathieu. Donc, tout d'abord, on a beaucoup de questions. Les chefs d'entreprise ont beaucoup d'interrogations par rapport à ce qui nous arrive. Et les questions, on pourrait les classer en deux familles. Il y a les questions qui sont liées à l'organisation de l'entreprise et du travail. Comment je peux faire travailler mon personnel ou mes salariés, dans quel cadre. Et puis, il y a le second volet qui est de savoir quels sont les dispositifs d'aide ou de prise en charge qui sont en place. Et donc, on parle là principalement de l'activité partielle et des arrêts maintien à domicile. Comment est-ce que vous répondez à ces entreprises qui vous sollicitent? On le fait de façon très pragmatique et adaptée à chaque cas, puisqu'il faut être extrêmement concret, parce que ça reste relativement technique, d'autant plus que les précisions, évidemment, arrivent au fur et à mesure. Ouais. On a eu des ordonnances. Précision de l'État, les ordonnances et tout ça, c'est ça? Par exemple, donc pour les forfaits jours, les ordonnances sont tombées fin de semaine dernière. Donc, c'est assez compliqué parce que logiquement, on a un horaire qui est collectif par rapport à l'activité partielle. Les forfaits jours ne sont pas soumis à un horaire précis, donc il faut arriver à combiner tout cela. Et donc, ça suppose effectivement de bien maîtriser les textes, de suivre l'actualité, d'appliquer ça à chaque fois au mieux pour chaque entreprise. C'est vraiment du cas par cas, quoi. C'est du cas par cas. Et donc après, il y a également tout le volet accompagnement dans la sollicitation de l'activité partielle, du fonds de solidarité, des arrêts maintien à domicile, etc. Donc ça fait beaucoup de questions et des sujets relativement techniques, d'autant plus, encore une fois, qu'on n'a pas forcément toujours toutes les précisions. Est-ce que tu as une idée des chiffres aujourd'hui en France concernant la proportion des entreprises qui sont à l'arrêt total? Alors, si on regarde le nombre de personnes pour lesquelles l'activité partielle a été sollicitée, je crois qu'on est quasiment à une personne sur deux. Je crois que ça reflète assez bien la situation. Je pense qu'il y a une entreprise sur deux, au moins, qui est à l'arrêt total. Et puis, les autres sont quand même en activité partielle. Donc, il y en a très, très peu qui tournent à plein régime. Est-ce que tu penses que toutes les entreprises, ou est-ce que toi, tu as encore des clients qui viennent aujourd'hui pour te demander justement de les aider à mettre en place le chômage partiel, des entreprises qui l'ont peut-être pas encore fait aujourd'hui? Il y en a sûrement, mais je crois quand même que la plus grosse partie des entreprises, en tout cas pour nos clients, ont maintenant sollicité les différents dispositifs. Donc je crois que les demandes ont été faites, les accords sont revenus. Je n'ai pas en tête qu'il y ait eu beaucoup de refus. Maintenant, effectivement, il faut traduire ça sur les fiches de paye. Ça reste assez compliqué. Il y a eu des précisions qui sont tombées à la toute fin du mois de mars. Donc, il a fallu parfois refaire les fiches de salaire. Et donc, tant que les fiches de salaire et les DSN, donc les déclarations ne sont pas faites, on ne peut pas solliciter l'activité partielle, enfin le remboursement au titre de l'activité partielle. Donc, tout ça, ça se met en place. Mais disons maintenant, je crois que le gros des entreprises
a de ce point de vue-là fait ce qu'il fallait. D'accord. Alors, bon, on parle de 60 heures par semaine pour certaines entreprises essentielles. Est-ce qu'il y a des entreprises qui en ont réellement besoin aujourd'hui ou est-ce qu'il y en a qui vont en avoir besoin peut-être dans le cadre du déconfinement? Alors pour l'instant, pour être très clair, on a très peu de demandes autour de ça. Les entreprises sont plutôt à savoir comment elles peuvent redémarrer, même partiellement, ce que font beaucoup d'entre elles. Donc pour l'instant, la demande des 60 heures, elle n'est pas forcément une demande. On reste d'ailleurs en attente là aussi de décret, puisque ces 60 heures sont limitées quand même à des secteurs dits essentiels. Et donc on attend par décret qu'on nous définisse exactement qui pourra y prétendre. Voilà, donc je rappelle également que pour les entreprises plus importantes, logiquement, elles ont en place un CSE et que par rapport à toutes ces questions, le CSE doit être consulté. Ça reste un aspect très important. Alors, pour toutes celles qui n'étaient pas forcément à jour de CSE, donc l'ancien comité d'entreprise, hein, eh bien évidemment, il faut au moins qu'elles puissent prouver que les formalités liées aux élections, en tout cas la mise en place du CSE, étaient en cours au début de la période de confinement. Voilà, donc il y a un ensemble d'aspects comme ça qui viennent se rajouter à une situation qui est déjà pas mal compliquée pour beaucoup d'entreprises. Alors, on parlait de déconfinement un petit peu tout à l'heure. Je vais rebondir sur une autre question. Quelle est la responsabilité aujourd'hui de l'employeur par rapport à la contamination de ses collaborateurs? Elle est très importante, hein, donc je dirais que pour répondre à cette question, il faudrait quasiment l'inverser et prétendre effectivement que le chef d'entreprise ne peut ignorer aucun risque. Donc à partir de là, sa responsabilité est extrêmement étendue. Et s'il fait redémarrer ses salariés, on peut lui conseiller d'avoir pris toutes les mesures pour garantir qu'il n'y a pas de risque de contamination et que le maximum a été fait. Il y a une obligation de moyens, mais je dirais presque même de résultats par rapport à ça. Il ne peut ignorer aucun risque. Alors, est-ce que pour ces salariés, il est possible d'exercer leur droit de retrait? Alors, on n'est pas forcément sur la thématique du droit de retrait, on est plus sur la thématique de la limitation des risques. Donc, pour que le salarié puisse exercer son droit de retrait, il faut effectivement qu'il y ait un motif légitime, hein. Voilà. À défaut, le fait de ne pas travailler est en fait une absence injustifiée. Donc, on n'est pas forcément sur cette thématique-là, mais on est bien d'accord que employeurs et salariés ont intérêt quand même tous les deux, bien évidemment, à ce que le travail, s'il peut se réalise dans des conditions de sécurité sanitaire optimales. D'accord. Alors, on en parle un peu. Est-ce qu'il est possible d'imposer à ces salariés, en fait, de prendre, de récupérer ces RTT, d'imposer des congés? Qu'est-ce qu'il en est par rapport à tous ces éléments-là? Durant le confinement, j'entends. Alors, il y a effectivement des choses qui sont possibles. Donc, les RTT, on peut assez facilement demander aux salariés de les prendre. Le délai de prévenance, en plus, est très court. Et donc, ça ne pose pas de problème, d'autant plus que ça n'est pas limité en nombre d'heures. Pour ce qui est des congés payés, la situation est un peu plus compliquée. Si on garde le droit du travail, le fait d'imposer des congés payés demande un délai de prévenance d'1 mois, donc ça ne peut pas se faire immédiatement du jour au lendemain. Donc aujourd'hui, on est le 23 avril, donc ça voudrait dire que au plus tôt, ça pourrait être effectif au 23 mai. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est effectivement placer les salariés en situation de pouvoir prendre leur congé payé. Ça peut avoir plusieurs intérêts. Pour le salarié, le fait d'être en congé lui permettra de toucher un salaire plein. L'activité partielle ne lui permet de toucher que 84% de son salaire net. Ça n'est pas donc là, il y a une différence économique qui est relativement sensible. En tout cas, c'est un argument. Et par ailleurs, si l'employeur effectivement invite les salariés à prendre congé, ça lui permettra également de dire à un moment donné, effectivement, les congés qui ne sont pas pris sont perdus. Mais pour ça, il faut effectivement que les salariés soient en situation de les prendre. Donc je crois que la question des congés des RTT se gère de façon différente. Et pour les congés payés, il y a effectivement des aspects, je dirais, politiques, entre guillemets, à prendre en compte. Alors,
comment ça se passe à l'heure actuelle pour les licenciements ou les embauches? Alors, qui ont déjà été initiés avant le confinement et qui vont être initiés suite au confinement. Alors pour ce qui était en cours avant le confinement, que ce soit les licenciements ou les embauches, ce sont des opérations qui se poursuivent. Pour les licenciements, ce qui change, c'est évidemment le fait que les entretiens ne peuvent pas se tenir. Donc il faut trouver une façon de communiquer, de tenir ces entretiens, soit par visio, soit par écrit. Donc les parties se répondent. Pour les embauches, elles sont valables. Hein. Pour les entreprises qui sont en activité partielle, les nouveaux embauchés se retrouvent, entre guillemets, automatiquement en activité partielle. Hein. Donc, ce qui veut notamment dire, puisque l'activité partielle est une suspension du contrat de travail, ce qui veut notamment dire donc que les périodes d'essai sont prolongées d'autant. Alors, est-ce que, selon toi, cette crise risque de marquer en fait la fin des 35 heures? Parce qu'on en parle un petit peu, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Est-ce que c'est sur le tapis aujourd'hui ou pas? Je ne crois pas que ce soit sérieusement sur le tapis. Est-ce que ça va vraiment pouvoir les remettre en cause? Je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour le dire. Il va falloir effectivement prendre un peu de recul par rapport à tout ce qui nous arrive, voir déjà comment le déconfinement va pouvoir se réaliser. Et puis, il n'est pas exclu effectivement qu'à l'issue de tout ça, beaucoup de questions soient sur la table. Mais spécifiquement celle des 35 heures, pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ce soit vu comme une priorité. Alors, est-ce que dans les cabinets que tu gères, vous conseillez par exemple à vos clients de faire des modifications au contrat de travail pour les personnes qui sont à l'heure actuelle en télétravail? Ce n'est pas des conditions normales. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça? C'est une bonne question. Donc, en temps normal, effectivement, le fait de pouvoir faire du télétravail suppose un avenant au contrat de travail. Là, on est quand même dans une situation très particulière. Franchement, les choses se mettent en place de façon assez spontanée et même si effectivement le droit du travail prévoit un avenant spécifique, je crois que pour cette situation ponctuelle, il n'est pas utile de rajouter cette formalité-là. On verra bien si le télétravail se pérennise, ce qui est fort probable. Et là, évidemment, il faudra faire des avenants. Mais enfin, je rappelle quand même que dans le cas de la crise actuelle, le télétravail, c'est quand même le mode de travail qui est préconisé. Hein. Donc voilà, c'est ce que les entreprises ont, en tout cas pour celles qui ont pu le faire, très largement mis en place de façon assez spontanée. Alors, dès le début de la crise, en fait, l'État demandait aux entreprises qui le peuvent de verser une prime de 1 000 euros aux salariés quand ces salariés travaillent encore. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que dans tes cabinets, vous recommandez de mettre ça en place? Est-ce que c'est possible? Comment ça se passe? Alors, cette prime, en fait, c'est l'ancienne prime pouvoir d'achat qui était déjà en place, effectivement, et qui pouvait être versée jusqu'à hauteur de 1 000 euros. Et elle était attractive du point de vue de sa taxation, que ce soit aussi bien fiscale, puisqu'elle est exonérée d'impôt sur le revenu, que sociale, exonérée de charges sociales. Depuis, effectivement, le début de cette crise, il y a eu des modifications apportées au texte. Jusqu'à 1 000 euros, il n'est plus nécessaire d'avoir de contrat d'intéressement. Au-delà de 1 000 euros et jusqu'à 2 000 euros, parce que le plafond, c'est quand même 2 000 euros. Jusqu'à 2 000 euros, alors. Là, entre 1 000 et 2 000 euros, il faut effectivement mettre en place un contrat d'intéressement pour que ce soit possible. Alors, est-ce que c'est opportun? Il est clair qu'il y a des salariés qui, dans la situation actuelle, sont extrêmement méritants. Ceux qui viennent sur place, ceux qui vont sur les chantiers ou ceux qui télétravaillent. C'est très compliqué quand même de la mettre en place parce que ça va créer forcément des dissensions entre les salariés qui ne pouvaient pas travailler pour X raisons, ceux qui pouvaient travailler. Et puis, il y a aussi la question de savoir si les entreprises pourront la prendre en charge. Il y a quand même pour beaucoup d'entreprises une chute brutale de leur chiffre d'affaires. Hein. Pour certaines, c'est zéro. Si on prend la restauration depuis le début du confinement, c'est zéro. Donc, imaginez que celle-là, en plus de devoir avancer les salaires, puisque l'activité partielle est une prise en charge, donc un remboursement qui vient une fois que les salaires sont payés, je ne suis pas certain que beaucoup d'entreprises puissent en plus supporter le coût de cette prime spécifique, même si elles souhaitaient la mettre en place.
Alors, dernière question, qui est un peu sur toutes les lèvres aujourd'hui. Comment va se passer le déconfinement selon toi? C'est une grande question, effectivement. Ça va aussi être au cas par cas. Ce qui est certain, c'est que les entreprises ont intérêt à l'anticiper. On parle quand même d'un plan de reprise d'activité à mettre en place au niveau de chaque entreprise. Et ça va passer effectivement par des aspects extrêmement concrets. Alors on pense spontanément aux masques, au gel, etc., mais ça ne suffira pas. Il va falloir, pour les masques, informer les salariés de l'utilisation d'un masque, comment on met un masque, si c'est un masque qui est réutilisable, comment on l'entretient. Donc il va falloir aussi, pour l'entrepreneur et le chef d'entreprise, pour ménager quand même sa responsabilité, qu'il puisse prouver par la suite qu'en effet, il a expliqué aux salariés comment on se servait d'un masque, comment on l'entretenait, etc. Il va falloir définir les critères de distanciation. Est-ce que toutes les personnes vont pouvoir revenir travailler? Je pense que non. Est-ce qu'il va falloir faire un roulement? Sur quelle base est-ce qu'on va distinguer celles qui pourront revenir au bureau et celles qui ne le pourront pas? Il y a le cas des personnes à risque. Est-ce que celles-là peuvent revenir? Donc là aussi, il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc je rappelle aussi qu'il est prévu, c'est un décret qui est à venir, que les personnes à risque, effectivement, puissent solliciter sur le site Amélie un arrêt de travail. Celles qui viendraient travailler et qui présenteraient un risque, effectivement, doivent quand même passer à la médecine du travail, qui également fait en sorte de pouvoir tenir des consultations à distance. Donc il y a beaucoup d'aspects à gérer, hein. Donc l'entretien des locaux, le nettoyage, et puis tous les risques psychosociaux. Donc je rappelle aussi sur ce plan-là que les entreprises ont normalement en place un document unique de prévention des risques, et ce document doit évidemment être mis à jour pour tenir compte des risques liés au Covid. Donc c'est un aspect très important, ça engage clairement la responsabilité du chef d'entreprise. Là où il y a un CSE en place, ce document se met en place avec évidemment l'accord du CSE. Donc je rebondis sur ma remarque de tout à l'heure, à savoir que lorsque les CSE ne sont pas en place, ça risque de poser quand même quelques gros problèmes. Donc un plan de prévention, un plan de retour d'activité me paraît effectivement extrêmement judicieux. Et encore une fois, il va falloir aller dans le détail parce que c'est la responsabilité du chef d'entreprise qui est fortement exposée à ce niveau-là. Alors, est-ce que tu souhaites encore ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a des points qu'on n'aurait pas abordés durant cet entretien pour lesquels tu souhaiterais faire un focus encore? Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises pour lesquelles ça va être extrêmement compliqué. On parle beaucoup de l'hôtellerie, de la restauration et de l'événementiel, mais je pense également à tout le commerce non alimentaire. Et là, il y a des questions pratiques qui se posent. Vous allez acheter un vêtement dans une boutique, quelqu'un d'autre l'a essayé avant vous. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Donc, ça permet quand même de prendre la mesure de la problématique qui se pose à nous et qui est d'ampleur et qui véritablement pose des questions de survie pour bon nombre d'entreprises. Et voilà, je crois qu'il faut en prendre la bonne mesure et suffisamment anticiper la façon dont l'activité peut être reprise. Mais dans certains cas, comme je viens de l'illustrer, ça risque d'être extrêmement compliqué. Et il y a beaucoup d'entreprises quand même dont les trésoreries sont relativement tendues, qui ont des stocks importants, qu'elles ne peuvent pas liquider. Alors si en plus ce sont des stocks saisonniers, il va falloir effectivement là trouver la bonne façon de s'en sortir. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Très bien. Voilà, mais cela étant, tout n'est pas négatif, hein. Je veux dire, pour finir sur une note d'optimisme, ça nous interroge quand même sur l'organisation de nos entreprises. Il y a certainement des bonnes pratiques qui vont résulter, et puis il y a sûrement des choses qui, depuis très longtemps, devaient être revues, qui là vont devoir être revues, et ça reste extrêmement positif. Tu penses à quoi, par exemple? Des choses qui devaient être revues depuis longtemps et qui vont être revues? Je pense par exemple aux modalités de travail. C'est vrai que sur le télétravail, j'imagine quand même qu'il va y avoir des demandes peut-être plus importantes de mettre en place le télétravail, même si on se rend compte dans la pratique que ça n'est pas forcément toujours aussi
facile que ça, mais il y a quand même un ensemble de difficultés qui sont liées au fait que le télétravail, là, actuellement, se passe dans une situation de confinement. Donc, Voilà. c'est pas facile d'avoir des enfants ouais, à l'âge de télétravailler, etc. Donc, les retours qu'on a maintenant de nos salariés, puisqu'on a quand même 3/4 de notre effectif qui est en télétravail, c'est que ça finit par être épuisant. Donc, les gens attendent avec impatience de pouvoir revenir au bureau, d'où aussi l'importance d'anticiper, de préparer ce retour, y compris dans ces aspects psychologiques, hein, parce que il y a quand même des aspects psychosociaux qu'il ne faut pas sous-estimer. Comment est-ce que les gens vont pouvoir revenir au travail? Il y a des gens qui ont certainement une grande anxiété par rapport à ça. Comment on peut les rassurer? Comment on peut les accompagner? Comment on peut renouer avec le travail, le cas échéant? Donc, ça va être un moment fort qu'il va falloir ne pas louper dans la relation avec ses salariés. Donc, c'est un grand moment qui peut nous renforcer parce que si on sait faire preuve de solidarité et de l'empathie nécessaire sur ce sujet, je pense qu'effectivement, ça peut construire quelque chose. Si on n'est pas au rendez-vous, ça va évidemment là aussi être très compliqué de garder son effectif. Merci beaucoup Philippe pour cette intervention. Merci également pour l'intervention de la dernière fois concernant la comptabilité. Vous pouvez la revoir sur nos médias sociaux, Facebook, LinkedIn, YouTube et Twitter, et bien sûr sur notre site. Merci à toi et à très bientôt, et bonne organisation du coup, et bon courage pour aider toutes ces entreprises qui sont parmi tes clients. Merci Mathieu, très bonne journée à toi. Voilà, nous espérons que cette troisième session aura répondu à l'essentiel de vos questions. Nous réaliserons une vidéo spécifique concernant le plan de relance afin de vous aider au mieux dans sa préparation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous les poser par mail, alsaceblogger@gmail.com. Une session à suivre prochainement aura lieu avec une experte de la Chambre des métiers et de l'artisanat d'Alsace. N'hésitez pas à nous suivre sur les médias sociaux pour ne pas manquer les prochaines sessions. Et vous pouvez également les retrouver sur notre site internet www.blogger-alsace.com. À très bientôt.